On se fait un petit YouTube. Allez, c'est parti, depuis Clap, ça tourne 1, 2, 3. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Bosscop en partenariat avec le festival Les Intergalactiques. Chaîne, ma foi, qui représente à la fois une chaîne Twitch et aussi un espace culturel lyonnais dédié à la culture militante et pop culture. Voilà, mais je vais pas faire trop de réclames, c'est très bien, c'est dans le 7e arrondissement. Mais ce soir, nous allons parler d'un autre pan de la pop culture, parce que nous allons parler animation japonaise avec le grand, l'unique, pas l'habitué de Twitch, mais un habitué de Radio Canu dans le passé, William Aka. Comment vas-tu, William? Bonjour. Bonsoir à tout le monde, ça va très bien. Écoute, je suis très content d'avoir l'occasion de parler d'animation japonaise au plus grand monde, j'imagine. Ah oui, de toute façon, l'animation japonaise, cette émission fait écho à une exposition qui a très bien marché, donc du coup qui a plu à beaucoup de monde, qu'on a produit en septembre dernier lors de l'ouverture de Bosscop de saison, donc science-fiction et Japon. Et effectivement, tu avais donc produit ce qu'on va présenter ce soir, mais qu'est-ce que t'as de beau à nous raconter, William? Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi es-tu là? Alors pourquoi je suis là? Je pense que je suis là essentiellement parce que j'aime l'animation et notamment japonaise depuis enfant, hein, Club Dorothée, tout ça, on connaît. Et puis que c'est vraiment un médium qui me fascine, que je trouve extrêmement riche, et notamment au Japon où il n'y a pas eu cette notion de l'animation c'est pour les enfants, donc ça a permis à beaucoup d'aspirants cinéastes mais qui n'avaient pas les moyens de se lancer dans le cinéma d'en faire en utilisant les moyens du dessin et autres. Et je trouve que c'est quand même une forme d'expression artistique que je trouve vraiment fantastique, qui arrive à faire de vrais moments de grâce. Et c'est quelque chose, je pense, que j'aimerais toute ma vie. Alors après, je suis pas contre regarder une bonne animation européenne, américaine de temps en temps, mais c'est vrai que là où je trouve le plus de matière, c'est dans l'animation japonaise. Et concernant, j'imagine ce qu'on va aborder ce soir, c'est un effet qui moi m'a toujours plu, qui a fasciné des tas de gens, et j'ai voulu creuser un petit peu, revenir un peu aux origines et voir surtout l'évolution de cet effet-là. Alors oui, j'y ai vécu 2 fois un an, ce qui m'a permis de récupérer quelques quelques items là-bas et de découvrir des fois un peu en avant-première certains films. Mais oui, c'était vraiment, c'était super de pouvoir passer du temps, d'avoir le temps de fouiner à la recherche de nombreux artbooks, de nombreux box vidéo, de trucs comme ça, de trucs peut-être un peu plus compliqués à attraper quand on cherche que sur le net. Mais je pense que quand je serais pas allé au Japon, ça n'aurait pas atténué mon amour pour le dessin animé en soi. Oui, j'avais coupé mon son, je suis désolé, je le baisse parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de bruit de mon côté, du coup j'essaie de Alors moi, je pas... t'entends assez mal, je dois te dire. Ah, tu m'entends mal là? Ouais. Mince, ça fait quoi ça? Moi, je t'entends un peu en écho et un peu très loin. Eh merde. Alors, je suis peut-être le seul, hein. Si je suis le seul, c'est pas grave, hein. Si les gens t'entendent correctement, c'est... Oui, de toute façon, bon, bah écoute, ouais, on va pas essayer de trop toucher. Est-ce que ça va mon son? Nous, ça va le son, ouais, c'est William qui ramasse du coup. Mais j'ai pas trop touché aux paramètres parce que ça va apparaître à l'écran, donc... Non, mais tant pis. si les gens nous entendent les deux, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est surtout ça, parce que comme je risque de parler un bon petit moment, faudrait mieux que ça soit audible. Le son est bon, ça me rappelle dans le film... merde. Film japonais, merde, mes films préférés. Why Don't You Play in Hell? Est-ce que tu l'as vu, William?
Lequel? Why Don't You Play in Hell? Un film Non, japonais je le connais pas, non, désolé. complètement barré. Ok, d'accord. Au moment, il fait juste des yakuza qui se battent en tournant un film en s'entretuant. Il y a le gars qui fait le son et bon, bref. On l'entend déjà trop. Merci Schizophile, merci beaucoup. Bon, eh ben écoute, Will, si toi t'es prêt, je te propose de te lancer dans la présentation donc de l'Itano Circus, donc qui a, on va dire, une conférence, mais qui aussi forcément on peut aussi poser des questions. Pendant ce temps-là, moi je pourrais intervenir aussi, bien entendu. Et voilà. Parfait, Bon, et ben écoute, on est parti alors. Et ben c'est parti mon Will. Ça va tout le monde. Bon alors si jamais il y a des au fur et à mesure de la présentation, il y a des questions dans le chat qui peuvent être pertinentes, on peut voir à répondre. Il y a peut-être des trucs qui seront abordés un peu après, mais bon, n'hésitez pas à rester actif et j'espère vous embarquer dans ce fabuleux effet qu'est l'Itano Circus. Bon alors du coup, on va commencer par un petit attendez. Quelques instants, un petit partage de l'écran parce que ça va être quand même important. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Là, on est bon. Normalement, ça va bien. C'est donc il y a plein d'extraits, ça va vous plaire, les amis. Comment? Je leur disais, il y a plein d'extraits, ça va leur plaire, les amis. C'est cool, t'as préparé tout c'est documenté. Donc il y a plein de choses à regarder et tout. Donc c'est une belle réussite. En tout cas, t'as vu un beau succès lors du vernissage de l'exposition. T'avais présenté ça sur grand écran et ça avait cartonné. Bon, voilà, en espérant qu'il n'y ait pas d'incident technique, mais bon, c'est le live, hein, on se débrouillera. Donc alors, ce qu'on va présenter ce soir, c'est un effet qui est un effet emblématique de l'animation japonaise et qui vient à la base de la science-fiction animée. Donc tout ce qu'on va concerner les mechas. Et cet effet s'appelle l'Itano Circus. Donc je vais revenir dessus un peu plus tard, mais pour introduire cet effet, j'aimerais vous montrer un petit extrait qui commence tout de suite. Alors, de prime abord, on pourrait se dire que, bon, alors déjà, les plus otaku d'entre vous auront peut-être reconnu une séquence de l'animé Haruhi Suzumiya. Et c'est vrai que voilà, de prime abord, ça n'a pas forcément un grand lien avec la science-fiction. Mais en fait, si j'ai montré cette séquence, c'est que c'est l'industrie de l'animation japonaise qui rend hommage à une anecdote célèbre dans le monde de l'animation qui concerne justement l'Itano Circus. Alors, l'Itano Circus, au final, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ce genre d'effet que vous avez sans doute déjà vu dans de nombreuses productions animées japonaises. Donc c'est ces nuées de missiles qu'on voit. Je sais pas si dans le chat ça réagit, si ça parle aux gens. Bon, c'est devenu un effet tellement emblématique que je pense que tout le monde qui a regardé quelques animés dans sa vie a déjà dû tomber sur ce genre d'effet. Et du coup, c'est cet effet-là qu'on appelle dans le milieu de l'animation l'Itano Circus. Il a été créé, développé et porté à maturation par quelqu'un qui s'appelle Ichiro Itano. Alors Ichiro Itano, c'est un jeune homme. Alors c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer, tant pis. Normalement, je devais avoir une photo de notre ami Itano. Bon, tant pis, elle arrivera plus tard. Itano a raconté cette anecdote, et c'est pour ça que je vous ai montré la séquence du début. C'est qu'en fait, quand il est enfant, enfin plutôt ado, il est très fan des séries de tokusatsu, donc les séries live avec des effets spéciaux. Bon, pour dire plus de nos jours, ce qui va plus parler, ça va être les choses comme les Power Rangers et tout comme ça. Mais c'est quelque chose qui existe depuis les années 60.
Et à l'époque, souvent les héros ont des motos. Et Itano, c'est un gamin qui est fasciné par la mécanique, les motos, tout ça. Et il y a dans une des séries qu'il regarde un personnage qui a une moto et qui a des missiles. Et il a rien trouvé de mieux que de vouloir répliquer ça. Et il a monté sur son vélo une cinquantaine de feux d'artifice. Enfin, pas sur son vélo, sur sa moto, il a monté une cinquantaine de feux d'artifice qu'il a décidé d'allumer un peu tous ensemble grâce à un zippo qui lui permettait d'avoir toujours la flamme même s'il était en train de rouler et que ça créait de l'air. Et il s'attend à ce que les missiles partent droit devant lui. Quoi. Et au final, c'est pas vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les missiles vont vraiment partir absolument dans tous les sens. Il y en a qui vont partir sur le côté, qui vont partir directement en l'air. Il y en a qui passent devant lui, il y en a qui partent plutôt en arrière. Et il explique aussi qu'il y en a un qui fait un espèce de vol stationnaire à côté de lui parce que en fait il roule à la même vitesse quoi. Et du coup il se retrouve comment dire, il se retrouve en train d'observer observer tout ça. Et il a pas le temps, à mon avis, de l'observer très longtemps parce que, en fait, il raconte qu'il se prend de la fumée, des étincelles, il finit par se vautrer. Et au moment où il se vautre, il pense que ses vêtements ont déjà pris feu. Donc voilà, il va faire un petit séjour à l'hôpital. Et il reconnaît que c'était une sacrée bêtise de se lancer dans ce genre d'aventure. Néanmoins, c'est quelque chose qui va lui servir plus tard dans sa carrière d'animateur. Alors attendez, je suis désolé, il faut que je retrouve un peu mon stream. Oui, voilà, c'est ça. On était là. Donc voilà, j'avais utilisé cette image pour illustrer le truc, mais ça n'a pas été coordonné avec ce que je racontais. Voilà, donc voilà notre ami Ichiro Itano. Et il fait partie c'est quelqu'un qui est né en 1959, voilà, c'est ça que je veux dire. Il est né en 1959 et il fait partie d'une génération qui grandit sous plusieurs influences assez importantes pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le premier, ça sera qui grandit à l'époque de la conquête spatiale. Quand Armstrong met le pied sur la Lune en 1969, Itano, il a une dizaine d'années. Donc je vous laisse imaginer quand vous êtes un enfant, l'impact que ça peut avoir sur votre esprit de savoir qu'on a la technologie pour aller dans l'espace. Donc ça, c'est un grand choc générationnel de cette époque-là. L'autre grosse influence dans laquelle il va grandir, c'est ce qu'on appelle les super robots. Quoi. Donc ce sont ces robots géants. Donc là vous voyez Tetsujin 28, qui est le premier représentant du genre, qui apparaît en 1956. Ici, vous avez une collection de super robots. Donc, l'empereur Magma de Osamu Tezuka qui a inventé Astro, le petit robot. On retrouve Tetsujin au milieu. On a Giant Robot qui est la série qui est la série suivante de l'auteur de Tetsujin. Donc là, on est globalement dans les années 60. Au début des années 70, un peu plus tard, on va avoir les robots de Go Nagai, qu'on connaît déjà un peu plus, notamment parce qu'on connaît celui qui est en haut de l'image, qui est Goldorak. Le premier, c'est plutôt celui qui est tout en bas à droite, c'est Majinga. L'avancée, l'évolution du genre, c'est que c'est les premiers robots, enfin Majinga en tout cas, c'est le premier robot qu'on pilote de l'intérieur du robot. Ceux qu'on a vus avant, par exemple, Tetsujin qui est au milieu et Giant Robot qui est à côté, ils sont télécommandés. Et attendez, voilà, donc je reviens sur mes robots géants. Donc c'est un genre qui est vraiment ultra populaire et ultra dominant dans les années 60-70. Et le genre va compter énormément de robots de genre, avec un design quand même assez rond. Vous voyez des membres très tubulaires.
Et, et même si au fur et à mesure des années, les designs se complexifient, on va quand même rester sur ce genre de figures, quoi. Ce sont des espèces de grands golems de métal, souvent au visage qui reprennent un peu des expressions humaines. Et en fait, la génération d'Itano, celle qui est née dans les années fin des années 50, début 60, elle grandit avec ces références-là, avec la course à l'espace, avec les grands robots. Et quand ils vont arriver à l'âge adulte, c'est eux qui vont faire advenir et qui vont embrasser le genre de ce qu'on va appeler le real robot. Donc le real robot, c'est comment dire, c'est cette volonté de faire évoluer le genre du super robot vers quelque chose de plus mature. Donc dans ces enjeux, on va avoir des scénarios plus denses, plus profonds. On va avoir une réflexion souvent sur qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que ça fait aux gens, et aussi plus réaliste, notamment dans ce que au niveau de la technique, quoi. Parce que comment dire, ces robots, ils sont quand même, ils sont très très stylés, mais on a du mal à les imaginer fonctionner pour de vrai. Et du coup, voilà, l'œuvre emblématique du Real Robot, celle qui fait vraiment date, c'est la série Gundam. Gundam qui sort en 1979. Et c'est vrai que si vous regardez par exemple une statue de Tetsujin, moi j'adore, hein, c'est un design qui est fabuleux, mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à l'imaginer se mouvoir, alors que si on voit le Gundam taille réelle qui a été exposé pendant des années à Odaiba, on comprend, on sent déjà, on voit déjà mieux comment ça peut fonctionner. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de réfléchi et de et de crédible là-dessus, quoi. Donc donc voilà, c'est typiquement la génération d'Itano qui va faire advenir ce genre de truc. Donc notre ami Itano, on va revenir sur lui. Notre ami Itano, il il a visiblement toujours été fan des machines, des véhicules, surtout des motos, on l'aura compris. Il a tenté rapidement comment dire, il est rentré dans un établissement technique où il a appris le dessin de précision, la perspective et tout, mais bon, ses études vont être brèves parce qu'il va vite se faire virer et il va entrer à 18 ans dans un studio qui s'appelle le studio Musashi, qui est un studio qui sous-traite pour euh, pour le studio Sunrise, qui est déjà un studio spécialisé dans les robots. Les premières années de sa carrière, il va travailler en intermittence dans l'animation. Il va faire quelques mois sur une production, puis après il va partir, il va faire un autre boulot, il va revenir, il va travailler comme ça sur des séries comme Yamato, donc de l'univers de Leiji Matsumoto, créateur d'Albator, et aussi il va travailler occasionnellement sur Galaxy Express, toujours du même auteur, quoi. Et en 79, en fait, il est approché par un de ses amis qui travaille sur une série qui vient de se lancer, et cette série, ben, c'est Gundam. Alors, pour parler de ce que Itano va apporter à Gundam, il faut que je fasse un petit détour vers une figure qui est ultra importante de l'animation japonaise à cette époque. C'est quelqu'un qui s'appelle Yoshinori Kanada. Yoshinori Kanada, euh, c'est un peu la star de l'animation parce que euh, il s'est un peu opposé à la vision un peu traditionnelle dont se fait l'animation au Japon à cette époque-là. Et quelque part, lui, il va mettre beaucoup de personnalité dans les séquences dont il s'occupe. Quelque part, en fait, il en fait un peu trop par rapport à ce qu'on lui demande. Et il va montrer, en fait, à toute une génération d'animateurs qui sont soit ses contemporains, ou alors ceux qui vont arriver dans l'industrie, que on peut s'exprimer dans l'animation. Et Canada, bon, il mériterait une vidéo entière à lui tout seul parce que ça a été un pionnier dans énormément de genres. Il est très fort pour animer des personnages. Il leur donne une certaine élasticité. Ils ont des poses des fois un peu cartoonesques, mais ça leur donne beaucoup de vie, beaucoup de peps.
Il va aussi être très pionnier sur tout ce qui est FX. Donc, vous voyez les explosions, les effets de flammes, enfin tout un truc, les lasers, la flotte. Enfin, il est vraiment bon partout. Mais ce qui va vraiment intéresser Itano pour ce qu'il veut développer dans sa carrière, c'est que Canada, lui, il fait durer ses plans. Il fait durer ses plans, il met beaucoup d'action dans ses plans, et non seulement il anime ses personnages, mais souvent il anime sa caméra. C'est-à-dire qu'il va déplacer sa caméra, il va créer des jeux de perspective, des jeux d'angle, il va animer aussi le décor tout entier pour donner quelque chose de très cinétique, donner de la profondeur à son animation. Donc, j'ai peut-être quelques exemples. Voilà. Alors là, on est sur une série de 1976. Bon, vous voyez que l'animation est assez hachée, mais la séquence qui suit, même si elle ne compte pas beaucoup d'états d'animation, elle est quand même assez ambitieuse, quoi. Je vais vous la remettre, que vous ayez le temps d'apprécier. Donc voilà. Le truc qui est important ici, c'est surtout cette séquence-là. On a on a un décor qui bouge, on a un personnage qui se rapproche de l'action et on a quand même pas mal d'actions condensées dans un seul cadre. Euh, Quelques années après, 2 ans après, il va réaliser une séquence pour un des films Yamato. Et voilà, ce que je trouve intéressant, c'est ce genre de plan-là. Il va animer sa caméra qui s'approche du personnage. Ça rend quand même le truc très dynamique. Et du coup, voilà, à l'époque, Canada, c'est vraiment le gars qui fait des émules, quoi. J'ai envie de vous montrer Canada dans sa splendeur. Alors, c'est un peu anachronique parce que c'est une séquence qui date de 1984. Mais vous allez tout de suite comprendre ce qui a pu créer l'attrait pour, pour des gens comme Itano quand ils découvrent l'ambition de Canada derrière son animation. Donc voilà. S'il y a des connaisseurs ici, ils auront peut-être reconnu ce plan qui vient de Porco Rosso, parce que Canada est tellement balèze que il a réussi à obtenir des louanges de la part de Miyazaki, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il va travailler jusqu'au moins au milieu des années 2000 sur quasiment tous les films de Miyazaki. Il y a de grandes chances pour que parmi les plus belles séquences de chaque film, c'est souvent Canada qui a travaillé dessus, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que notre ami Itano, il a envie de donner beaucoup de mouvements. Donc les séquences que j'ai montrées après, c'est que le début de Gundam, ça ressemble globalement à ça, et là j'espère que vous le voyez avec une bonne qualité. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on est sur quelque chose de relativement statique, de relativement simpliste dans sa mise en scène, champ contre champ, pas beaucoup de mouvements, et ça reste très 2D, quoi, ce qui est normal pour un dessin animé, mais il n'y a pas vraiment de travail de la mise en scène pour donner de la profondeur aux cuts qui nous sont montrés. Je vais montrer après qu'on a déjà quelque chose de timide, mais qui a quand même une idée de créer une caméra dynamique qui va suivre ces missiles, donc qui a quand même accompagne un peu ce mouvement-là, et que suite à sa prise à son poste plus élevé dans l'animation qu'il va obtenir à partir du milieu de la série, il va beaucoup travailler sa mise en scène. Donc je montrais ce genre de séquence là où on a quand même des plans qui souvent durent un peu plus longtemps. On a une vraie idée d'un premier plan, d'un second plan, d'un arrière-plan, et les euh, souvent les éléments vont pouvoir se déplacer dans cet espace-là, quoi.
Par exemple, typiquement ici, le Gundam revient vers l'arrière, repart vers l'avant. On est sur quelque chose qui est largement plus dynamique, à mon sens déjà bien mieux animé. On peut le voir ici, on a des scènes qui ont pris quand même en complexité et en qualité chorégraphique. Je vous laisse apprécier la séquence. Et on va passer du coup. Ah, j'adore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais même si l'animation vous semble vieillotte, un peu hachée, animer tous ces projectiles, il faut les dessiner à la main tous, quoi. C'est un sacré travail. Et voilà, cette séquence qui est l'avant-dernier épisode de la série, où je trouve qu'il y a, on dirait un step-up vraiment net par rapport au début de la production. Et encore, bon ben désolé si l'image n'était pas bonne tout à l'heure. J'espère que vous êtes en mesure on est en train de mieux rattraper. apprécier le travail, quoi. On est en train de rattraper ça, c'est cool. Ouais, bon, enfin. Ouais, notre ami Itano, il se fait plaisir. Donc, ce qui va se passer à partir de là, c'est qu'Itano, il aura quand même marqué de manière très forte la production de Gundam, notamment parce qu'il n'a pas peur de s'attaquer à des scènes complexes qui demandent quand même de se prendre la tête, d'être efficace, et notamment aussi parce que l'animateur principal, le directeur de l'animateur de la série, va finir la production à l'hôpital en réalité, ce qui va paradoxalement donner à Itano plus de chances d'expérimenter son travail de mise en scène sur la fin de Gundam, et son travail sera remarqué, notamment déjà par les créateurs de la série, et au sein du studio, ça a fait son petit effet. Il commence à avoir son petit statut, ce qui fait que l'année d'après, donc en 1980, il va être approché pour travailler sur la série suivante, enfin la série qui suit Gundam, du même scénariste, et c'est une série qui s'appelle Idéon. Et sur Idéon, vous allez tout de suite le voir. Là, j'ai quelques extraits. On continue à sentir que Itano va vers plus de mouvement, plus de dynamisme, plus de fluidité. Il complexifie grandement sa mise en scène. Je vous laisse regarder, quoi. Donc voilà, on a ce genre de séquence où on voit quand même qu'il continue à gagner en intensité. Enfin, ce genre de séquence. Enfin, bon, à partir de maintenant, voilà, ça va être de toute façon l'évolution de sa mise en scène. Et à l'époque, des séquences comme ça, ça fait quand même son petit effet. Et dans le même épisode, un tout petit peu plus tard, on va voir ce qu'on considère être la première occurrence de l'Itano Circus. Donc la première étape de cet effet qui va ne faire que progresser. Donc on commence à voir voilà cette espèce de balai de missiles. Est-ce que je remets la séquence, que les gens l'aient en tête? Bon, on pourra la revoir peut-être un peu plus tard, quoi. Voilà, cette séquence-là est vraiment restée, enfin, a marqué quand même les gens qui l'ont vu à l'époque, et le monde de l'industrie. On se dit bon, là il commence à se passer quelque chose, quoi.
Alors la série Idéon va avoir une fin télé qui va être satisfaisante. En fait, ils n'ont pas le temps de terminer la série comme ils le veulent. Et ce qui fait que l'année d'après, donc en 81, vont sortir 2 films qui montrent la fin de la série. Le budget est un peu plus grand parce que c'est des films et ça va permettre à Itano de continuer de monter en démesure dans la complexité de ce qu'il met en scène. Donc voilà, ça donne ce genre de séquence là. Bon, là, celle-là, je l'ai mis juste parce que j'aime beaucoup le mouvement des missiles. Mais si on veut prendre la mesure de l'ampleur de ce qu'il met en scène, celle qui suit est déjà plus parlante. Donc je pense que j'ai pas besoin d'énormément commenter ce genre d'image. On voit facilement qu'on gagne en complexité, qu'on gagne en fluidité d'animation aussi, et que on sent que l'évolution est enfin sinon progressive, presque exponentielle quoi. On va très vite très loin parce que par rapport à aux séquences de Gundam que je vous ai montré, là il ne s'est écoulé que 2 ans. Et bon voilà, Idéon, c'est une série qui ne va pas connaître un grand succès commercial. Par contre, dans la culture naissante des otaku qui a commencé il y a quelques années, c'est une série qui va quand même faire impression parce que c'est une série qui a un scénario qui est quand même assez fort, assez poignant et qui compte voilà des séquences d'animation qui ont marqué leur époque. Et au niveau de l'industrie surtout, ça va consolider Itano comme étant un incontournable lorsqu'il s'agit de faire de l'animé de mecha. Et c'est pour ça que l'année d'après, donc en 1982, on a cet homme-ci qui s'appelle Shoji Kawamori qui va venir le chercher pour participer à sa série. Quoi. Alors Shoji Kawamori, c'est quelqu'un qui est vraiment de la même génération qu'Itano. En fait, il a juste un an de moins que lui. Il est né en 1960. Lui, il a été vraiment marqué par toute la conquête spatiale. C'est quelqu'un qui serait bien allé travailler dans ce milieu-là s'il y avait un équivalent de la NASA au Japon. Bon, ce qui n'est pas le cas. Il va rejoindre assez jeune un studio qui s'appelle Studio Nue et c'est un studio qui est spécialisé dans le design mécanique. C'est des turbo-nerds de méca, de vaisseaux spatiaux, de robots, de cockpit, enfin vous voyez, de salles des machines, comme ça. Et c'est un studio qui s'est spécialisé là-dedans et qui produisent et qui proposent leurs services à qui on a besoin. Et, euh, et notre jeune Kawamori, il va remporter un concours interne à son studio dont le but est de créer de nouveaux designs pour faire une série. Quoi. Et bon, la série va prendre plusieurs formes, ça va être un peu compliqué au départ, mais elle va atteindre le projet. Et cette série, c'est le mythique Macross. Et Macross, voilà, Macross, on est pareil, on est purement dans le real robot. L'attrait principal de Macross, c'est ces machines qui ont une allure d'avion de combat au départ, mais qui sont capables de se transformer en 2 autres formes différentes. Une forme qu'on appelle Garwolf, qui est une forme bipède qui évoque un peu les oiseaux, et une forme full robot. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cet esprit de real robot, dans cet esprit d'amoureux de la mécanique, on est sur quelque chose qui est censé pouvoir se transformer comme ça, quoi. Vous voyez, il y a pas mal de croquis qui expliquent comment chaque partie s'imbrique et comment elle bouge. Il montre ce croquis que je trouve assez parlant pour voir par rapport aux couleurs comment s'agencent les différentes parties. Et la preuve de ce truc-là, c'est que les jouets qui sont sortis de cette licence bah, se transforment très bien. Quoi. Donc, le truc est vraiment pensé pour être, sinon réaliste, au moins crédible. Quoi.
Et Kawamori, bon voilà, quand il fait sa série, il sait qu'il a besoin d'Itano pour lui donner l'ampleur dont elle a besoin. Et du coup, c'est sur Macross que là, vraiment la maîtrise d'Itano de sa matière va venir à maturité. Donc, je vous montre quelques séquences. Donc voilà, pour rappel, là, on est en 82. Les premiers extraits que je vous ai montrés, les premiers Gundam n'a que 3 ans à ce moment-là. Quoi. Et pour revenir, j'aimerais revenir quand même sur cette séquence qui suit juste après. Voilà. Là, on commence vraiment à voir l'Itano Circus tel qu'on se le représente aujourd'hui, quoi. Alors ça, c'est une séquence que j'aime beaucoup parce qu'elle montre bien l'envie de mise en scène chorégraphique d'Itano et notamment son utilisation des explosions. Parce que on a, alors je vais essayer de le faire image par image, ce sera plus parlant. Voilà. On a ce robot qui se trouve à droite de l'écran, qui essaye d'échapper à des tirs de missiles. Donc on a un premier missile qui part et qui crée une espèce de spirale pour donner le côté chaotique. Et on a 3 missiles qui viennent beaucoup plus droit pour donner quand même la direction de l'action, quoi. Et ils explosent. Est-ce que le robot a été pris dans l'explosion? Ben non. On le voit qui revient très rapidement au premier plan. Et l'action continue, quoi. Donc on est quand même dans quelque chose qui a pris énormément en fluidité et qui est très satisfaisant à voir et qui est déjà assez impressionnant, notamment pour l'époque. Une autre petite séquence assez rapide, mais dont j'aime beaucoup, voilà, cette séquence-là. Et on va finir par une petite séquence, mais à savoir quand même que il y a un autre événement qui arrive sur Macross, c'est qu'il y a un jeune animateur très talentueux qui va joindre la production et qui va devenir le disciple de Itano. Et cet homme-là, il s'appelle Hideaki Anno. Est-ce que Jal, ça te parle? Faut que je remonte mon son. Enfin, oui, de toute évidence, Will, de ouf, quoi. Alors, Hideaki Anno, il est devenu célèbre quelques années après, notamment en créant une série qui s'appelle Evangelion. Très petite série, assez méconnue, hein. Je vous la conseille, on est assez peu à la connaître. Et voilà, mais c'est une série heureusement qui a ce mérite d'être assez légère, qui se regarde très tranquillement. On se souvient la fin de saison, l'épisode 25-26 sont vraiment une espèce de libération qu'on ressent et pas du tout un emprisonnement dans une série. Macross, c'est le premier travail, professionnel de Anno dans l'industrie. Mais ce qui s'est passé, c'est que en 1981, il réalise, alors qu'il est étudiant, il réalise avec des amis de manière amateur un petit court-métrage qui sert de générique à la convention SF d'Osaka. Et comme c'est une convention SF, il y a des gens du studio Nue qui sont globalement derrière Macross, qui participent et qui voient ça et qui sont pas les seuls à être impressionnés. Et du coup, qu'ils le font venir à Tokyo pour travailler. D'ailleurs, à ce moment-là, Anno, il fait son premier boulot, mais il est en train d'esquiver la fac, en fait. Il est toujours étudiant, mais bon, il allait bosser. Je crois d'ailleurs qu'il va se faire virer au bout d'un moment. Et on n'en parle pas tellement, mais parce qu'aujourd'hui, voilà, sa stature de papa d'Évangélion a beaucoup pris le dessus, et puis il a eu des responsabilités, il a dirigé des séries et tout, mais c'est surtout un véritable génie de l'animation, quoi. D'ailleurs, il arrive sur Macross en tant que on lui donne un peu le travail d'assistant de Itano, mais en fait, il est tellement balèze qu'il va vite faire l'animation clé, il va vite corriger des pauses,
Et et comment dire, et Itano, qui devient son mentor, va lui apprendre quand même pas mal de trucs. Quand on regarde l'animation d'Anno dans ce qu'il fait dans les années 80, c'est clair qu'il prend beaucoup de Itano. Anno, c'est quelqu'un qui adore animer. C'est pas quelqu'un qui est très fort pour les personnages, mais c'est quelqu'un qui adore animer les machines. C'est quelqu'un qui adore animer les engrenages, les mécanismes. Et c'est vraiment, on dire sa formation par Itano va être vraiment fondamentale dans la suite. Si je vous parle d'Anno, c'est que il a aussi travaillé, Itano et Anno ont travaillé sur la séquence qui suit, qui est un peu vraiment le money shot de la série originale de Macross de 82. C'est cette scène-là. Bon voilà, déluge d'effets, on en prend plein les yeux, on en prend plein la gueule. D'ailleurs, ces explosions rondes aussi, qui sont devenues très caractéristiques dans l'animation japonaise, c'est vraiment un truc d'Itano, quoi. Parce que autant il est très fort pour la mécanique, il a aussi beaucoup travaillé ses effets, quoi. Et Anno lui-même, il va développer ces idées d'explosion en bulle, quoi. Si les gens connaissent, c'est lui qui anime la séquence du dieu guerrier dans Nausicaa à la fin, Nausicaa de Miyazaki, là, de 1984. Et quand le dieu guerrier tire, on a ces explosions avec ces énormes bulles qui explosent. Ça, c'est quelque chose qui vient aussi de sa formation par Itano. Donc, bon, voilà, globalement, avec une séquence comme ça, l'Itano Circus, et qu'on aura vraiment atteint au moins son stade adulte. Peut-être pas son stade final, mais l'effet est établi. 2 ans après la fin de Macross, donc en 84, ils vont faire un Macross le film. Et contrairement à ce qui se fait à l'époque, notamment pour les Gundam, ce n'est pas un remontage de la série agrémenté de nouvelles séquences d'animation, de séquences d'animation un peu corrigées pour, euh, pour, pour profiter du format film. C'est vraiment une œuvre qu'ils vont refaire en entier, quoi. Ça n'utilise aucune image de la série originale. Et voilà, je vais vous montrer quelques séances. Alors, c'est pas toujours de l'Itano Circus, mais c'est vraiment pour vous montrer la mise en scène d'Itano et la démesure d'efforts et de moyens qui sont mis pour ce film. Moi, je reste stupéfait quand je vois des trucs comme ça en me disant, mais combien de temps on travaille pour donner un effet aussi réussi? Et on va voir, voilà, on va voir aussi, voilà. Alors, je suis désolé, je la remets, mais l'ampleur, l'ampleur de la destruction est vraiment phénoménale, quoi. Et dernière séquence, sans doute, pareil, quoi, le money shot du film, la séquence du tunnel qui contient, voilà, sans doute un des plus beaux exemples d'Itano Circus, c'est cette scène-ci. Impressionnant, non? Il y a toujours, et puis toujours, toujours une fille qui chante derrière, c'est cool. Ah ben c'est Macross. Hein. Macross c'est des robots, enfin c'est des vaisseaux, c'est des missiles et c'est des idoles, quoi. Ça fait partie du concept. C'est indissociable, quoi. Et il y a quelque chose de, vous regardez la série, mais il y a un truc qui fait sens là-dedans, quoi. J'aimerais voir si je peux avancer. Ah, parfait.
J'aimerais replacer cette séquence qui est quand même phénoménale en arrêt sur image. Parce que voilà, il faut quand même se rendre compte que là, il faut tout dessiner, quoi. Là, il y a un effet de 3D, mais qui est juste simulé parce que c'est un travail de perspective. On a quand même un vaisseau qui est relativement complexe et qu'il faut dessiner en mouvement et en perspective. Et on a ces armées de... On a les mouvements de caméra et on va avoir voilà, ce nombre impressionnant de missiles qui partent et qui ont tous leur trajectoire. Et comme c'est quand même beaucoup de travail qu'il faut s'amuser, les animateurs s'amusent à mettre voilà des petites blagues, des petites canettes de bière. Alors celle-là, je connais pas la marque. Par contre, la prochaine qu'on va voir pour une seule image, je pense que tout le monde reconnaîtra. Voilà. Donc à savoir que dans le dernier lancer de missile final, il y a quand même une canette de Budweiser qui fait partie du lot, quoi. Alors je sais pas quel est le pouvoir de destruction d'une canette de Budweiser, mais bon, c'est les petites blagues d'animateurs qui sont toujours drôles à voir et surtout qui à l'époque n'étaient pas censés être vus parce que c'est Oui, quelque chose qu'on a commencé à obtenir. C'est ça qui est rigolo, c'est que des pauses, des arrêts sur image assez nets. Vu que ça dure qu'une image, ce qui est rigolo, c'est qui allait s'emmerder à faire d'image par image pour trouver ce Easter egg, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le truc de l'époque. Ce qui fait que justement à l'époque du DVD, il y a eu pas mal de petites astuces comme ça qui ont été repérées et qui ont notamment mis pas mal Disney un peu dans la merde, qui ont dû éditer un peu certains de leurs films. Je pense notamment à Bernard et Bianca. Ouais, il y a un prêtre qui a une érection aussi, un truc comme ça de mémoire. Il y a des, je sais plus trop. Bon, il y a plusieurs petits trucs dans le genre, quoi. Bref, alors on en est où? On a fini, oui, bah voilà, on a fini Macross. Bon, bah séquence absolument fabuleuse, quoi. Et à partir de là, ben voilà, on peut quand même considérer que l'Itano Circus, il a atteint sa phase finale, quoi. Là, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être affiner un peu l'effet, mais l'effet en lui-même, la technique en elle-même, elle est établie, elle est maîtrisée. Et bah du coup, c'est exactement ce qu'on va voir dans une série Macross qui va suivre, donc 10 ans après. 10 ans après le film de Macross qui sort en 84, donc en 94-95, on va avoir la série d'OAV qui s'appelle Macross Plus, sur lequel Itano va s'amuser encore à montrer que c'est quand même un patron de sa technique et que s'il l'a inventé, c'est quand même qu'il la maîtrise. Donc là, on a changé d'époque, l'industrie s'est professionnalisée, il y a sans doute plus de moyens mis, il y a une image qui est plus claire. Mais bon, voilà, ça fait partie des séquences les plus dingues de cet effet. Donc voilà, les Macross Plus. Je dois avoir 3 extraits pour Macross Plus. Et bon, je vous laisse apprécier. En fait, j'ai plus rien à dire à ce niveau-là. Voilà, ça calme. Alors, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien connaître par contre le nombre de jours de travail pour arriver à une séquence comme celle-là.
Voilà, moi, ce que je trouve fabuleux avec cet effet, c'est que quand je le vois mal vieillir, en fait. Quand c'est bien fait, c'est toujours très impressionnant. C'est chaotique, mais on sent quand même une direction. Je trouve que c'est quand même un effet qui reste très très impressionnant. Et j'ai une dernière séquence pour Macross Plus qui est sans doute pareil le clou du spectacle de cette EAV, si bien que dans le monde de l'animation, en tout cas des amateurs d'animation au Japon, c'est une séquence qui est connue comme les 5 secondes légendaires d'Itano. Ouais, Si vous parlez à quelqu'un qui est amateur d'animation au Japon et que vous parlez des 5 secondes légendaires, il sait de quelle séquence on parle et c'est de celle dont je vais vous montrer. Les 5 secondes, c'est vraiment la partie la plus brute, mais ce qui vient avant est pas mal non plus. Je vous la A-t-il parlé de cette scène dans le Daigon 4 ou 4, Daigon 4? Oui, c'est que Neox est un gros nerd du Japon aussi, de l'animation japonaise de la chaîne. Qui c'est? Neox, c'est son surnom. Ok, d'accord. C'est un gros Non, nerd. j'ai pas parlé du Daikon 4, mais on peut en parler si tu veux. Je comment dire, si ça te dérange pas, j'ai bientôt fini comment dire la démonstration. Il me reste deux trois petits trucs à vous montrer, mais comment dire, il y a aucun souci parce que Daikon 4, il y a un lien directement avec Itano. Donc, est-ce que ça te dérange pas qu'on mette ta question de côté et on y revient dès que j'ai fini ma présentation? Non, il a l'air énervé, il a dit on répond tout de suite ou sinon je pars. Non, je rigole, c'est une blague. Il y a pas de souci, William. Bon, sinon Attends, je réponds, hein, non, mais non, mais je on rigole. est bien, Il est gentil. on est bientôt à la fin. En fait, j'ai juste quelques derniers petits trucs à montrer, deux, trois petits trucs à dire, et on pourra passer à un échange. Je rigole. Donc, on se trouve, donc voilà, on a fini Macross Plus. Euh, alors, j'ai pas vraiment cherché savoir s'il y avait beaucoup plus de séquences d'Itano. En fait, ce qui est dommage avec Itano, c'est qu'on trouve énormément de séquences d'Itano Circus, mais on trouve assez peu de séquences des autres choses qu'il a pu animer en réalité. Et j'ai une petite séquence après qui est sympa, qui vient de Cowboy Bebop, qui a été animée par Itano. Bon, rien d'aussi complexe que ça, mais sympathique quand même. Donc, je vais vous mettre ça tout de suite. Donc, Cowboy Bebop épisode 3 pour ceux qui se demanderaient. Bon, ça pète quand même. C'est pas aussi fou que les trucs d'avant, mais c'est quand même vraiment très sympa. Et on est bientôt à la fin. Voilà, donc que qu'on a pu, enfin, vous en rendez compte. Bon, voilà, l'effet a un attrait qui est quand même assez fort, quoi. Et évidemment, ça fait des émules. C'est devenu un effet qu'on retrouve énormément. Donc l'héritage de cette technique est assuré, quoi. On le retrouve. Oui, je pense que le succès de ces animations s'est jamais démenti. Alors en termes d'héritier, Itano, lui, il en reconnaît trois qui sont globalement ses élèves, qui l'estiment être capables de faire des Itano Circus comme lui le conçoit, parce que alors, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Il y a débat sur qu'est-ce qui constitue un Itano Circus ou pas. J'ai l'impression que pour Itano, ce qui est important, c'est la caméra. C'est le fait, sa volonté en fait, c'est de vous embarquer dans cette nuée de missiles, comme si vous êtes soit un avion, soit un missile vous-même, et que vous regardez l'espace avec une focale en fait, avec une caméra, comme si vous êtes engagé dans un cockpit. Vous n'avez pas une vision nette, vous avez quand même une vision qui est toujours déformée par une vitre, par quelque chose, et du coup,
pour lui, ce qui est important, c'est ce travail de déformation de perspective et ce qui donne la dynamique de ses plans, quoi. Donc, dans les gens qui sont ses héritiers revendiqués et qui reconnaît, on va trouver quelqu'un comme Yasushi Murahi. Donc, Yasushi Murahi, il a travaillé sur des séries comme celle des Eureka Seven. Ah, je me suis peut-être un peu trompé dans mes séquences, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est dans Eureka Seven, le film. C'est Yasushi Murami. Et même si je pense que le bateau est en 3D, le reste de l'effet est absolument fabuleux. On a aussi Masami Goto, qui a animé cette séquence mémorable du film Cowboy Bebop. Alors je sais pas pourquoi, je n'ai pas le son, ce qui est dommage parce que ça vend beaucoup l'effet. Alors c'est pas l'Itano Circus qui possède le plus de missiles, il en a que 4. Mais la maestria de mise en scène, de changement de caméra, et là vous allez avoir par exemple un plan qui dure extrêmement longtemps, qui va changer d'angle, et où tout est dessiné, quoi. Ce qui est là encore d'une complexité folle de tout faire en un seul plan, quoi. Et sinon, le dernier héritier revendiqué de Itano sur les Itano Circus, c'est justement Hideaki Anno, quoi. À l'époque où en tout cas, il animait encore. Bon, pour finir rapidement, l'Itano Circus aujourd'hui, c'est une technique qu'on va utiliser pour animer un peu n'importe quoi. Tant que vous avez une nuée d'objets qui font des traces, ça peut être des rayons magiques, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et ça peut même être aussi des pingouins si on veut, quoi. Tout est possible. Voilà. Pour finir rapidement, il y a juste un truc qu'il faut bien prendre en compte avec cette technique, c'est que c'est énormément de travail. Pour avoir cette sensation de vélocité, il faut souvent faire une image par seconde dessinée. C'est vraiment un travail titanesque. Et cet effet, il a été fait pour simuler de la 3D. Donc, au moment où les images de synthèse arrivent et qu'on peut faire réellement ça en 3D, la technique a un peu perdu de sa, pas de sa force, mais un peu perdu de son intérêt parce que voilà, maintenant vous voulez animer des missiles qui partent dans tous les sens et vous en mettez autant que vous voulez, vous le faites en 3D, quoi. Et par exemple, ça donne on va trouver des séquences comme celle-là, voilà, qu'on trouve dans un animé Gundam. Séquence qui a visiblement été dirigée par Itano. Bon, ça fait le travail, mais j'ai l'impression que on y perd quand même en force, quoi. C'est moins impressionnant. Enfin, je trouve que c'est moins engageant que l'animation fait à la main. Et encore plus malheureusement, c'est qu'une série qui est passée à cette technologie-là de faire ça en 3D, c'est justement Macross, en fait. Macross, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus de séquences d'Itano Circus, alors que c'est vraiment la marque de Macross qui soit fait en 2D, en tout cas à ma connaissance. Et vraiment en dernier recours, j'aimerais quand même dire qu'à mon avis, l'héritage d'Itano et de son Itano Circus et de sa mise en scène de l'action spatiale a sans doute essaimé un peu plus loin que l'animation japonaise. Je vais vous montrer quelques séquences de films hollywoodiens qui me semblent être quand même assez proches de son travail, sachant que Macross, sous son remontage assez bâtard de Robotech, est quelque chose qui est populaire aux États-Unis depuis assez longtemps, quoi.
Donc je vous laisse juge. Je peux pas l'affirmer, mais quand même les séquences, la mise en scène me semble quand même très proche de ce qu'on a vu avec Itano. Et sinon, dernière séquence de Avenger. Ou ce genre de plan-là. Ce genre de plan me semble très très proche de ce qu'on peut trouver dans Macross, quoi. Donc, et ben voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs sur cet effet que vous avez sans doute déjà croisé si vous êtes amateur d'animation japonaise. Attends, alors je vais nous remettre un peu plus grand. Tu peux couper, si t'en as plus besoin, tu peux couper ton écran, Will. Je peux, oui, je peux. Comme ça rend un peu mieux à l'écran quand on est ensemble comme ça. Attends 2 secondes. Hop, arrêtez ça. Mais voilà. Trop bien. Moi j'ai une question, c'est quel hors Japon et animation japonaise est-ce qu'on a on retrouve cette technique, cette vision du missile, de plein de missiles qui se barrent dans tous les sens, etc. dans la pop culture, même genre américaine, dans le cinéma, autre. Est-ce que c'est quelque chose qui a été repris par des objets culturels qui ne sont pas japonais ou qui sont voilà. Bah c'est un peu le point que j'illustre avec la fin de ce que j'ai montré, non? Ouais. Ok, mais genre dans Pacific Rim par exemple, est-ce qu'on a ces missiles? Pas trop, hein. Je pense un peu à ces... Dans Pacific Rim. Bah Pacific Rim, c'est c'est un film qui est une lettre d'amour au mecha et au kaiju. Donc ouais. Fatalement il va venir s'inspirer de toute la pop culture japonaise, quoi. Les monstres, les Godzilla, mais aussi les robots, les Evangelion. Enfin, donc effectivement, c'est Pacific Rim, c'est un peu la lettre d'amour de c'est pour ça occidental au Japon, quoi. J'aimerais peut-être revenir vite fait sur la question concernant Daikon 4 qui a été posée. Oui, par Neox, qui est toujours là, qui est dans le chat toujours. Hein. Du coup, est-ce qu'il peut reposer, est-ce qu'il a une question en particulier ou s'il voulait savoir si on avait abordé le cas d'Icon 4? Bah, Neox, les Français veulent des chiffres. On attendra. Ah, bah, je vais mettre un peu de musique en fond, tiens, aussi, ça nous accompagne. C'est avec moi qui l'entends. Je pensais à cette scène de missiles colorés dans l'intro de Daikon 4. Je sais pas trop comment. Ouais. Donc j'imagine et animé par Anno. Les épées. Épées qui laissent des traces de couleur. Et ben ça, si je me trompe pas, c'est une scène animée par Hideaki Anno. Oui, les épées. Il faut savoir que voilà. Comment? Oui, il dit oui, les épées. Oui, voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Il y a une autre courte scène d'Itano Circus au milieu de Daikon 4. Alors ça, je sais pas si c'est Anno ou Itano qui l'animait, parce que voilà, donc on va refaire un peu le fil. À la Daikon 3, Anno fait son court-métrage amateur étudiant, qui va lui ouvrir ses premières places dans l'industrie professionnelle. Il va rentrer chez Macross, il va bosser sous la direction d'Itano, qui est son mentor, même s'il n'a qu'un an de plus que lui en réalité. C'est juste que ça fait plus longtemps qu'il est dans l'industrie. Et avec lui, il va vraiment développer son amour de la mécanique. Et lors de la Daikon 4, qui a lieu en 83, il va produire pareil un court-métrage de départ qui est qui met une vitesse à celui qu'ils ont fait avant, mais déjà celui d'avant était pas mal pour des amateurs. Là, ils sont vraiment sont même pas vraiment professionnels. Ils ont un ou deux travaux et ils ont fait un truc qui est encore vu comme aujourd'hui comme quelque chose d'absolument fabuleux, quoi, dans Daikon 4. Et il va justement demander à Itano de travailler
sur ce court-métrage-là, quoi. Donc dans Daikon 4, on a le maître et l'élève qui travaillent ensemble. Et il anime une scène dans Daikon 4 d'une complexité mais abusée. En fait, il recrée un souffle nucléaire. Et vous avez comment dire, dans une animation qui est d'une fluidité, mais vraiment, c'est impressionnant parce que je crois qu'il y a des moments dans cette séquence où il y a vraiment une étape d'animation par par image, quoi. Généralement, même une animation assez fluide, elle va être animée en 2 images secondes. Mais là, je crois que ouais, ça doit avoir une image seconde sur de nombreuses séquences de Daikon 4, quoi. Et en vrai, c'est ça que je trouve dommage, comme je disais tout à l'heure, c'est que si vous voulez voir un peu ce que Itano a apporté à l'animation, en fait, il faut regarder des compilations de séquences de Anno. Parce que Itano, on en trouve peu. Itano, on trouve des tonnes d'Itano Circus, mais on trouve peu de ces séquences à lui, quoi. Et, euh, et Anno, à l'époque il continuait à être notamment animateur, c'est vraiment quelqu'un de la mécanique, du détail, des petits trucs comme ça, et c'est quelque chose qu'il partage très très fort avec Itano, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent réagir à quelque chose, qui ont besoin de précision peut-être sur des petits éléments? On attend les amis, n'hésitez pas pour toute question, c'est cool. Megazone 23, dit Neox. Ça commence à vous balancer des références et tout là en mode. C'est rigolo. Ah bah il en faut hein, des références. Ah oui, non mais c'est vous les geeks hein. Bon après le problème c'est que je vois pas le chat. Donc... Ah ouais. Plus de questions, dit Neox. Il n'a plus de questions. Question. Ah, j'ai une question, Grunter, une question. Ah. Attention, il y a une question. À partir de quel animé à partir de quel anime date l'usage de l'ordinateur s'est généralisé, en particulier dans l'animé japonais, forcément. Alors, il n'y a pas une année en particulier. Le shift qui se fait à la fin des années 90. En fait, de la 3D dans l'animation, il y en a depuis très très longtemps, hein. Je crois que la première occurrence, c'est sur un film Golgo 13 où il y a un hélicoptère en 3D et il doit dater de la fin des années 80 ou tout début 90, quoi. Il est très très moche. Et en fait, la 3D est arrivée progressivement dans l'animation japonaise. On en trouve dans les années 90 pour des effets très particuliers. Vers la fin des années 90, on en trouve pas mal. Bah, par exemple, Cowboy Bebop, qui est quand même une série essentiellement faite à l'ancienne, il y a beaucoup de plans dans l'espace où on a des éléments 3D, quoi. Les gates sont faits en 3D. Il me semble que le casino est aussi une structure 3D. Donc, c'est difficile de donner une date claire, mais là où on voit vraiment que ça s'accélère, je dirais que c'est vraiment le début des années 2000. Je me rappelle d'une série qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle Gankutsuo, qui doit dater de 2003 ou 2004, qui est une adaptation du conte de Monte Cristo dans l'espace. Alors pareil, si jamais vous avez pas vu ça, c'est quand même assez fantastique. Ça a un style inimitable. Et dedans, quand il se, comment on dit ça? Quand il se défie, quand il s'affrontent en duel, voilà, c'est ça. Ils ont des robots. Et bon, les robots sont en 3D, ça se mélange pas très bien avec le reste de la série, quoi. Donc ouais, c'est difficile de donner une date précise, mais globalement, on va dire au tournant des années 2000, on commence à en voir de plus en plus. Et, et justement, l'animation japonaise va avoir beaucoup de mal à intégrer cette 3D parce que il y a un truc qui jure entre la technique 2D
et la technique 3D. C'est des trucs qui vont pas ensemble et qui ont mis longtemps à être un peu plus harmonisés. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais on a encore des gros problèmes. Bon, le problème en fait des Japonais quand ils font de la 3D en animation, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à assumer qu'ils font de la 3D et que c'est pas de la 2D, qu'il faut exploiter le médium pour ce qu'il est, quoi. Par exemple, dans les dernières catastrophes, je sais pas si des gens ont regardé la série Berserk de 2016-2017, où il y avait justement beaucoup de personnages en 3D, mais qui essayaient de se donner un aspect 2D, c'était absolument abominable, quoi. Après, des expériences comme ça, on en a assez vieux, hein. Si je me trompe pas, je crois que le premier film Apple Seed qui est en full 3D, il doit être de 2003 ou 2004. Il tente de garder cette esthétique un peu animée, quoi. Mais par contre, c'est un film qui est entièrement réalisé en 3D. Donc voilà, je pense que le tournant des années 2000, c'est le moment où ça va devenir de plus en plus prégnant, quoi. Pour ce qui est des Itano Circus en particulier, j'aurais du mal à dire. Et je pense que les séries Macross je crois qu'il y en a une en 2015, elle est passée déjà en full 3D, quoi. Et quand on a des modèles de robots qui se transforment, qui sont complexes, ça se comprend qu'on aille vers la 3D. C'est une question de moyens, c'est une question d'efficacité. Mais c'est dommage parce que effectivement, c'est des séquences qui vieillissent beaucoup plus vite que que les séquences que je vous ai montrées, qui même si elles sont datées au niveau de leur esthétique, restent, à mon sens, aussi puissantes qu'elles étaient à l'époque. Et une autre question, c'est moi je suis de Divide qui dit moi je suis impressionné, mince, elle vient de disparaître. Je suis impressionné par le travail de dessin à l'époque. Il y avait des effets issus des caméras où tout n'était que du dessin. Point d'interrogation, arrêtez de parler. Genre des surexpositions, des flous, etc. C'est bon, vous pouvez Ouais. reparler. Bah oui, moi c'est dans les années 80-90, c'est une esthétique que je regrette un peu. Bon, j'ai grandi avec, je veux pas faire mon boomer de l'animation, mais je suis d'accord, quoi. En fait, c'est d'autant plus impressionnant de se dire que une séquence comme la séquence finale de Macross le film, là où on voit la canette de Budweiser, on, est, on, on montre ça à quelqu'un aujourd'hui, il pourrait penser qu'au moins le tunnel est fait en 3D, quoi. Alors que tout est dessiné, et que les gestions de mouvement caméra sont réfléchies, quoi. Sont, sont, sont créées à partir de dessins, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Effectivement, il y a beaucoup d'effets qui étaient, qui étaient très impressionnants et qu'on trouve plus à l'époque. Je pense notamment à ces effets, vous voyez, quand il y a des scènes qui sont baignées dans une lumière vraiment qui a, je sais pas comment dire, qui a un glow, quoi. Comment on dit glow en français? Qui reluise, Ouais, je saurais même plus, je ne saurais même plus dire. Et il y avait aussi une technique pour créer des reflets scintillants sur l'eau. Il y avait tout plein tout plein de techniques, comment dire, physiques qu'on trouve plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un truc qui s'est perdu, c'est sans doute la science des contrastes de couleurs. Parce que comme aujourd'hui on peut faire du compositing, on va dessiner sa scène, puis on va décider, bah comme il fait nuit, on va mettre un petit filtre ici, on va mettre un petit dégradé là, souvent. Et si ça donne des images jolies, je trouve que ça n'a pas la force de l'époque où ils étaient obligés de travailler sur des couleurs pour donner telle ambiance de nuit et qui découpait quand même le dessin et qui lui donnait un aspect plus, je sais pas comment dire, plus complet. Surtout aussi les décors qui étaient en vraie peinture se fondaient beaucoup plus avec les personnages que les décors en peinture numérique qu'on trouve aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il y a des trucs qui marchent pas, hein. Il y a des séries qui sont fabuleuses aujourd'hui dont je me régale, mais c'est vrai que c'est une esthétique que je regrette un peu, qui peut être simulée. On peut rajouter du grain
à une image numérique, on peut décider aussi de repeindre des décors et de les filmer et d'avoir une animation peut-être qui s'intègre mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la colorisation numérique, le fait de pouvoir faire des traits très fins, de faire des couleurs très pures, casse un peu ce truc-là. À l'époque, on avait un décor, on avait un cellulo avec son personnage, et on filmait le tout. Et le simple fait de filmer le décor et la feuille de cellulo, déjà les mettait dans une même réalité, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Alors l'animation du jeu vidéo, alors je vois très très bien ce que c'est. Alors c'est une séquence une séquence qui est fantastique. Euh, c'est en réalité, tout n'est pas en 2D parce que le décor est essentiellement en 3D, mais effectivement, les machines sont en 2D, mais oui, c'est un travail tellement fabuleux que c'est difficile de se dire que c'est de la 2D tellement tout marche très bien, tout est fluide. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut trouver la séquence c'est vrai qu'elle est absolument fabuleuse. Attendez, je vais voir ça. Savais-tu que certaines chansons francophones cartonnent? Chut. Ghost in the Shell, PSX. Après, le problème de cette séquence, c'est qu'on la trouve beaucoup upscalée en 60 FPS. Tu vois ce genre de truc, Jal? De ouf. Ah ah, on m'entend. Allô, ça te parle? Ouais. Je cherche la Et vidéo de le problème du Katsuka. 60 FPS, c'est que en fait, on utilise l'intelligence artificielle pour créer plus d'images qu'il y en a à la base. Et Oui. pour l'animation, c'est quelque chose de destructeur. Ça casse tout le travail de timing et de posing. D'accord. Parce que Non. ça crée Bah, des images intermédiaires qui sont absolument dégueulasses. Et par exemple, j'ai vu un upscale 60 FPS des 5 secondes légendaires d'Itano, de Macross Plus, et on voit qu'en fait, ça fait des morphings et ça casse tout le je n'arrive pas à trouver la séquence. Alors Neox dit dans le chat, cherche la vidéo de Katsuka. C-A-T-S-U-K-A. Elle est upscalée. Ah. Katsuka en upscalé. Ouais. Non, mais il a pas accès au chat, Neox, donc du coup, ça va être compliqué. À moins que je la mette moi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, oui, effectivement. Effectivement. Il l'a trouvé. C'est comme dans un rêve. Effectivement, je l'ai. Alors, attends, est-ce que je peux... On va partager l'écran. Allez, c'est pour le plaisir. Ah, ça s'est déconnecté, non? Non, c'est bon là, on voit tout. C'était parfait. C'était en plein écran ou pas? Ouais, c'était en plein écran. Ok, d'accord, bah je la remets. Voilà. Il y a un petit détail que j'adore dans cette intro, c'est que après avoir tiré son petit obus, vous allez voir qu'après l'explosion, en fait, il s'applaudit avec ses petits bras, quoi. Je trouve cette animation absolument fabuleuse, quoi.
Put. Voilà. Là, ça marche bien. Ah. Ouais, c'est bon, ça n'a plus grand chose à voir. On parle d'animation, mais moi, c'est une séquence que j'aime d'amour depuis assez longtemps. Tellement longtemps que, en fait, j'ai le jeu et je crois que je l'ai acheté juste pour pouvoir voir cette séquence. Même si, bon, sur PlayStation, elle est dans une qualité abominable, hein, on s'en doute. Eh ben, écoutez, moi j'ai fait à peu près mon truc. Ouais, s'il y a toujours des questions, moi je suis toujours content de parler d'animation. Après, quasiment 22 heures, si... je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait pas mal, même sur le réenregistrement, ça fait 1 heure plus. Ouais, on est bien là. Bah, en tout cas, si c'est les mots de la fin, bah merci à toi, Jal, pour l'occasion de refaire cette petite présentation. Alors, désolé s'il y a eu des petits cafouillages techniques. Mais tu es pour rien, c'est complètement ma faute. Et notre bon, je l'aime la commu, hein, vraiment, je vous aime d'amour. Mais quand vous voyez vraiment des dingueries à l'écran, n'hésitez pas juste à le communiquer. C'est vrai qu'on va les manger, j'ai faim aussi. Tout ça pour finir par dire que bon bah alors j'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que c'était pas trop indigeste comme présentation. Et puis, écoute, hein, s'il y a possibilité de refaire un focus un jour, si ça a plu aux gens et s'ils en veulent plus, hein, moi je remets ça avec grand plaisir. Eh bien, trop bien. On dit merci à William dans le chat. Voilà, donc t'as plein de merci, c'était très bien. T'as des bravos, c'était bien cool. Ah oui, il faut revenir. Écoute, tu as ton fan club est créé. Perso, je connaissais rien de Litano Circus, c'était passionnant, dit Guntor. Merci William, avec un grand écrit en majuscule. Voilà, bah t'as plein de merci là, Will. Merci à tous. Eh ben écoute, moi je te remercie aussi. Charge à Jal de trouver une autre occasion et peut-être un autre sujet à présenter. On fera une exposition et après on te demandera de faire une présentation et après tu iras sur Twitch, ça peut devenir une habitude. Ça va devenir le cycle. Bon les amis, je vous mets un petit film à suivre, voilà. Et voilà, écoutez, c'est pas un film de mecha, etc. Mais c'est un film où on va dire il y a des gros trucs et j'ai pas trouvé mieux parce que je n'avais rien préparé de tel. Donc je vous laisse là-dessus. Comme ça on se dit au revoir avec William et moi je vais manger tout simplement. Je pense que je vais faire de même. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Allez, c'est parti, je vous mets le film.